À la une de l'actualité aujourd'hui, le rythme de travail sur le grand port maritime de Fort-de-France. La réception des conteneurs connaît un petit ralentissement à cause des travaux d'agrandissement du port. Un moindre mal face aux bénéfices que devrait procurer l'agrandissement. Des vacances sur un voilier au départ de la Martinique. Voilà le rêve que réalisent 10 000 touristes chaque année. De quoi booster le secteur de la plaisance. L'entreprise Dream Yacht Charter en est un bel exemple aux marins. Quand des cadres de Total enfilent un treillis et passent une journée dans la peau de militaires, la technique est un peu rude, mais elle promet davantage de solidarité entre les collègues et une volonté individuelle de se surpasser. Enfin, c'est un trésor exceptionnel. Les fouilles préventives du château du Buc à Trinité ont mis au jour une série d'objets du XVIIIe siècle, la plus importante de la Caraïbe. Elle permettra de mieux comprendre la vie sur les habitations sucreries à cette époque. On en parlera avec notre invité que vous voyez, Damien Leroy, conservateur régional de l'archéologie. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. Avant de développer tous ces titres, notez cette rumeur qui circule sur vos téléphones et sur les réseaux sociaux, entraînant de longues files d'attente dans les stations-service. Aucun préavis de grève n'a été déposé, ni par la SARA, ni par les transporteurs. Pas la peine donc de se ruer sur les pompes à essence. Selon nos informations, elles ne seront pas bloquées vendredi. Partons maintenant voir un baptême qu'il ne pensait pas avoir à faire. Hier, le 33e régiment d'infanterie de la marine a encadré des stagiaires un peu particuliers, 21 cadres du groupe Total Caraïbes venus renforcer leur esprit d'équipe et se surpasser. Une fois leur treillis enfilé, ils ont investi le centre d'aguerrissement de l'outre-mer et de l'étranger au François, un espace habituellement fermé aux civils, mais qui nous a ouvert ses portes afin de suivre l'expérience inoubliable de ses salariés. Marie Tricot. Ce midi, c'est ration de combat pour ces cadres de Total Caraïbes. Crevette poulet à l'asiatique. Dans un décor bien éloigné de leur cantine d'entreprise, ils découvrent les 3200 calories ingurgitées par les soldats en mission. De la viande, du poisson, des biscuits, du chocolat. Le menu est prometteur. Je trouve ça assez extraordinaire que ça tienne dans une boîte après avoir le goût. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Ça me paraît pas trop mal. A priori, ça a été réalisé par des chefs. Encore faut-il savoir se servir du réchaud ou s'armer de patience. J'ai déjà brûlé 5 allumettes et c'est pas gagné. Bousculer le confort du quotidien, l'une des premières épreuves de cette journée hors du commun. Ce matin encore, ces stagiaires ne savaient pas qu'ils allaient se confronter à la vie militaire. Non, j'avais aucune idée que j'aurais dû faire cuire mon repas en plein bivouac. Le réconfort avant l'effort. Les choses sérieuses commencent. Plusieurs équipes vont s'affronter sur un parcours aquatique. Je vous demande de ne pas plonger, d'accord ? Seul le saut est autorisé puisqu'il n'y a pas assez de profondeur. À l'explication des différentes étapes, les sourires se crispent. Le défi est physique. La pression monte, mais on était bien briefés. Donc on aborde l'épreuve avec courage et sérénité. Pas question d'abandonner avant d'avoir essayé. Go ! Quelques centaines de mètres pour repousser ses limites et apprendre à jouer collectif. Si des instructeurs ouvrent la voie et sécurisent le trajet, c'est bien aux stagiaires de s'aider mutuellement à franchir les obstacles. Au bout de l'effort, l'esprit prend le pas sur le corps. Plus c'est dur, plus il faut y aller, quoi. Et ensemble, justement. Parce que, vous avez vu, hein, nous avons tous joué en collectif. Donc on a compris, on sait qu'ensemble, on va y arriver. Ici, un seul cri d'encouragement domine. Ne jamais sous-estimer l'effet stimulant du groupe. On a des personnes, lorsqu'on les reçoit, on se dit, bon, ces personnes risquent d'avoir des difficultés et en fait on se trompe. Ces personnes-là vont justement nous surprendre et vont faire le maximum d'activités, essayer de tout franchir, alors qu'on n'aurait pas parié dessus. Une journée atypique plutôt qu'un long discours. Il a fallu 2 mois de préparation à l'entreprise pour organiser ce séminaire. En matière de management, ces dirigeants veulent innover. De temps en temps, c'est bien de réunir tous les cadres, pour réunir tous les services, qui sont souvent clients ou fournisseurs les uns des autres, et de créer cet élan de solidarité, de mieux se connaître, de se dépasser ensemble, de créer des souvenirs aussi ensemble. On se lave des mains. Le centre d'aguerrissement du François n'ouvre ses portes que quelques jours par an pour ces entreprises en quête d'expérience forte. Une autre manière aussi pour l'armée de partager quelques-unes de ses valeurs. Partons maintenant au grand port maritime de Fort-de-France. Je vous le disais en titre, un port en plein travaux puisque l'heure est à l'agrandissement. Des travaux qui ont engendré un certain ralentissement dans la cadence de réception des containers. Rien de bien méchant toutefois, les professionnels assurent ralentir pour mieux avancer. Myriam Boikoula.
Georges est chauffeur cavalier depuis plus de 10 ans. On va partir, on va aller faire une livraison. C'est ici que je reçois les instructions sur le RDT. J'appuie ici et là ça me donne l'endroit à récupérer le conteneur. Moins de 10 hommes manœuvrent ces engins de près de 40 tonnes chaque jour. Leur rôle, assurer les rotations de conteneurs sur le port de Fort-de-France. Des engins perchés à plus de 10 mètres de hauteur qui peuvent supporter parfois jusqu'à 60 tonnes de marchandises. Agrandissement du port oblige, certaines modifications sont nécessaires, d'autant plus que les sols de la zone portuaire étaient particulièrement abîmés. Parce qu'avec le poids des engins, avec la chaleur, ça fesse. Le boudreau, ça fesse avec le temps. Puisque les cavaliers passent plusieurs fois dans la journée, dans la semaine, toute l'année. Plusieurs chantiers sont en cours sur la zone portuaire. La moitié de la zone est en réparation. Comme c'était déformé, alors ils ont arrêté pour pouvoir faire les travaux. Ces dernières semaines, la circulation des cavaliers sur le port a dû être modifiée. Un changement d'itinéraire qui entraîne quelques retards dans les délais de livraison, des problèmes résorbés depuis peu. Et depuis 4 semaines, la situation est revenue normale. Donc, comme vous avez pu constater aujourd'hui, tout marche normalement. Le mois dernier, essentiellement, on a eu des retours donc, des transitaires et des transporteurs qui, effectivement, ont eu des petits soucis au niveau des temps de livraison qui sont un peu allongés, dû à une reconfiguration du terminal dans le but d'accroître sa capacité. Les améliorations qui ont été apportées, justement, c'est dans le cadre de l'agrandissement du port, pour améliorer ses performances et ses capacités d'accueil. Donc on a changé les modes d'exploitation de manière à être plus efficient demain, améliorer la capacité de stockage. On a remis au goût du jour, si je peux dire, toute l'informatique qui devenait un peu obsolète. On a entamé une rénovation de nos cavaliers. Donc les changements des modes opératoires, forcément, ça génère des petits dysfonctionnements qui sont aujourd'hui derrière nous. Un temps d'adaptation donc en vue des grands changements qui s'annoncent à la zone de la Pointe des Grives. Pourtant, plus question de parler de retard de livraison. Les conteneurs seraient livrés en temps et en heure depuis plusieurs semaines. En bref, l'archevêque de Martinique, Monseigneur Macaire, revient en urgence pour les obsèques de Monseigneur Gaston Jean-Michel, décédé hier à 103 ans. Sa dépouille sera exposée à partir de vendredi 9h et jusqu'à samedi midi à l'église Emmaüs. La veillée, quant à elle, aura lieu dans cette même église Emmaüs vendredi à 18h. Les obsèques du doyen des prêtres de Martinique seront présidées par Monseigneur Macaire samedi à 14h à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Partons maintenant à la retour vers le passé, on va dire ça comme ça, où il y a des trésors historiques enfouis sous nos pieds en Martinique. C'est ce qu'ont découvert les équipes de l'INRAP à Trinité dans le cadre d'un programme de mise en valeur du site de Château-du-Buc. Des fouilles ont été menées pendant 3 ans. Aujourd'hui, elles ont livré l'une des plus importantes séries d'objets métalliques des Caraïbes, des ustensiles qui permettent de porter un regard nouveau sur la vie des habitations sucreries au XVIIIe siècle. Je vous propose d'écouter la responsable de la fouille préventive au sein de l'INRAP. Elle répond à Myriam Boiscoulin. En fait, on a fait une fouille au Château-du-Buc à la fin de l'année 2012, une fouille qui a duré 3 mois, sur une partie du site qui est plutôt un espace de jardin, de magasin, donc juste à côté de la partie habitation principale du château. Lors de cette fouille, on a découvert quantité de mobilier archéologique, c'est-à-dire les restes de la vie quotidienne sur l'habitation. Et dans les pièces qui illustrent l'esclavage sur une habitation, on a aussi retrouvé 3 colliers de servitude, des colliers d'esclaves en fait, et des boulets. Donc ça, c'est des pièces vraiment inédites, exceptionnelles. Enfin inédites, on connaît déjà les colliers, mais pas... On n'a pas beaucoup de retrouvés. C'est des pièces qui ont été apparemment détruites qu'on a ici sur ce site et qui vont donc partir en restauration. Et on en parle avec notre invité. Bonsoir Damien Leroy. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc conservateur régional de l'archéologie. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a retrouvé tout ça ? On a retrouvé, mais ces objets métalliques qui représentent une collection tout à fait exceptionnelle, par leur nombre, plus de 500 objets, sont dans un état de fragilité important. Ils ont été extraits des terrains qui les contenaient et donc ils ont subi un choc. Ils sont soumis à des variations de température, ils sont soumis à des variations d'hygrométrie et ça les fragilise terriblement. Donc un partenariat a été recherché
a été bâti entre l'INRAP qui a conduit les fouilles et la fondation EDF qui développe un mécénat de compétences par son département recherche et développement et s'associe également à cette action le parc naturel régional de Martinique qui est propriétaire et qui porte la valorisation de ce site, et puis la direction des affaires culturelles de Martinique, pour que ces objets soient pris en charge par la fondation EDF. Ils vont partir, ils sont en transit pour Paris dans quelques jours. Pour les restaurer. Et ils seront restaurés et ils sont soumis à des études aussi métallographiques, typologiques, de façon à ce que d'ici peut-être 2 ans, c'est un programme assez long, ils puissent ensuite revenir en ayant été stabilisés, conservés et restaurés. Et on pourra pour les une exposer. présentation, c'est le but du partenariat qui a été bâti autour de ce projet. Est-ce que c'est beaucoup de dispositions à prendre, ce genre de fouilles? Oui, puisque ce sont des opérations d'archéologie qui accompagnent un projet de restauration. Donc pour restaurer en garantissant que ce que l'on va offrir aux yeux du public soit le plus proche de la vraie sincérité scientifique de ce site important, eh bien, il faut que les archéologues puissent investir le sous-sol pour aider à la compréhension de ce site, pour ensuite orienter ou éclairer les choix, les options de restauration qui seront portées par les services des monuments historiques et par le propriétaire qui est maître d'ouvrage de la restauration. Donc du coup, c'est beaucoup de temps et beaucoup de monde compétences aussi à mettre en œuvre, et puis beaucoup de savoir-faire et de compétences scientifiques. Alors, il y a une question que je me pose, quand on creuse un trou dans son jardin et qu'on tombe sur quelque chose, quand on se balade dans la nature et qu'on tombe sur quelque chose, comment savoir si c'est un objet archéologique? Comment savoir si c'est un objet de valeur, un objet avec une valeur historique en tout cas? Le plus simple, c'est de s'adresser aux services qui sont spécialisés dans ce domaine-là, donc le service de l'archéologie à la direction des affaires culturelles, qui peut accueillir tout... Ça nous arrive fréquemment des personnes qui viennent nous montrer du matériel précolombien ou quelques objets de la période coloniale. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous en faites? On enregistre la découverte, on en fait des photographies, on renseigne une fiche descriptive et puis c'est restitué au propriétaire du terrain puisque ça appartient à celui qui est propriétaire du sol. Voilà. Est-ce que selon vous, il y a encore beaucoup de trésors comme ça dans les sols martiniquais? Alors, le terme de trésor me déplaît un petit peu. Je pense que ce sont des documents scientifiques, des documents patrimoniaux. Quelques tessons de céramique précolombienne peuvent nous renseigner de manière extrêmement importante sur le mode de vie des Amérindiens. Ça ne fait pas des trésors, mais c'est une richesse patrimoniale dont il faut prendre soin, comme disait Saint-Exupéry dans La bouche du renard qui s'adressait au petit prince. Il parlait de la terre, mais nous, on le transpose au patrimoine. Le patrimoine, on ne l'hérite pas de nos parents. Pour l'instant, il nous est prêté par nos enfants. Donc il va falloir en prendre soin et le transmettre dans le meilleur état possible. Comment on arrive d'une céramique à déduire autant de choses? C'est des accumulations de connaissances. C'est une céramique toute seule n'a pas forcément une grande portée documentaire, mais son association avec d'autres vestiges et l'accumulation des observations sur le terrain permet ensuite de constituer un corpus documentaire, un corpus de données qui permet ensuite, avec des analyses et puis des confrontations entre chercheurs, évidemment, c'est un débat scientifique permanent, on établit des chronologies, on arrive à tracer l'évolution des ensembles mobiliers, en tout cas à travers les âges. Quelles sont les prochaines fouilles à venir? Alors il y a un certain nombre d'opérations régulières, plus ou moins importantes. On va développer en recherche programmée des recherches sur l'art les roches gravées amérindiennes de Martinique d'ici quelques mois. Aussi des programmes de prospection pour recenser les installations industrielles, les fours à chaux notamment, qui vont être développés. On a des programmes d'études sur les importations de mobilier en provenance de France au cours des 18e, 19e siècles. Et puis un chantier important qui vient de démarrer dans le centre même de Fort-de-France depuis lundi sur le projet de construction du nouvel hôtel de police par le ministère de l'Intérieur. Donc c'est une bonne nouvelle puisque quand les archéologues arrivent, c'est que les projets vont voir le jour. Sinon, c'est un bon signe. C'est un bon signe. C'est que c'est la première, quelque part, c'est la première pierre de ce projet. Merci beaucoup.
Damien Voilà, Leroy, c'est moi qui vous d'avoir remercie. été avec nous ce soir. On repart en mer avec du tourisme, l'environnement, l'économie maritime. Tout cela, c'est au programme des ateliers de la mer aux marins. En amont du Salon des métiers de l'industrie, des loisirs nautiques et de l'environnement, le SMILE, 8 conférences sont organisées sur 2 jours. Y sont invités la population, bien sûr, et les acteurs économiques afin d'échanger et de mener une réflexion sur la mer de demain. Entre autres sujets ce matin, 2 questions. Et si le recyclage de nos épaves était une ressource économique, ou bien encore, et si la Martinique redevenait une terre d'escale? Écoutez la réaction du président du comité organisateur de l'événement. Il répond à Océlia Cartès et Elodie Toto. La Martinique est un pays qui, curieusement, tourne le dos à la mer depuis quelques années. Je vais vous citer quelques chiffres très simples. L'ouverture du canal de Panama va ouvrir une nouvelle route qui va traverser nos eaux, puisque aujourd'hui seulement 5% du trafic en venant du Pacifique passe par la Caraïbe. Demain, on parle de 35% de ce flux qui va naviguer sur nos eaux. À nous de nous organiser pour tirer profit de ce nouveau trafic. Et ça passe par des équipements qu'il est compliqué aujourd'hui de monter parce que nous sommes une petite Europe dans un environnement caribéen, c'est-à-dire que nous avons des contraintes européennes dans un environnement caribéen qui n'a pas de contraintes. Que ce soit des contraintes fiscales, que ce soit des contraintes réglementaires ou normatives. Donc je crois qu'il y a une vraie réflexion à mener avec l'État, avec nos élus, pour tenter de lever ces contraintes. Les ateliers de la mer, c'est aussi l'occasion de parler de la plaisance en Martinique. Les croisières en voilier sont de plus en plus réputées. Chaque année, 10 000 passagers embarquent sur les navires de la Dream Yacht Charter, basés au Marin. Des voyageurs qui mettent le cap sur Saint-Martin ou encore les Grenadines. Pour répondre efficacement à une demande grandissante, la compagnie a doublé sa flotte ces 10 dernières années. Océlia Cartès et Elodie Toto sont allés voir ce qui séduit les amoureux des vagues. Regardez. Vu de l'eau, les quais de la marina du Marin prennent une toute autre dimension. Pour une journée, une semaine ou un mois, la croisière de plaisance connaît une véritable envolée. Ce professionnel de la croisière propose de multiples formules de navigation à destination de la clientèle touristique. Sa nouvelle acquisition, ce catamaran à double cabine, un véritable appartement flottant. On mange ici dans nos eaux chaudes et climats tropicaux où on peut manger largement à l'extérieur. Il est certain que le même bateau en Suède, on mange à l'intérieur. Ici, l'offre ne se limite pas aux seules frontières de la Martinique. Au départ du Marin, les vacanciers peuvent découvrir les îles voisines comme l'archipel des Grenades ou bien encore Saint-Martin. Le Dream Yacht Caribbean existe depuis une dizaine d'années, a développé au départ de la Martinique 2 activités dans le monde de la voile. La location de bateaux qui s'adresse à une clientèle compétente, qui a déjà des notions, et même plus que des notions, des vraies compétences de naviguer sans équipage, sans skipper. Ces 10 dernières années, l'engouement est tel que la flotte des prestataires a doublé. À elle seule, Dream Yacht enregistre plus de 10 000 croisiéristes par an, des clients prêts à débourser entre 1 000 et 1 500 euros pour un séjour. Fort de sa trentaine d'employés, le groupe s'étend sur l'ensemble de la Caraïbe, un rayonnement qui représente une manne financière non négligeable pour le Marin. On a un succès grâce au savoir-faire de ces entreprises qui se sont implantées, mais d'un autre côté, nous avons un certain nombre de freins. Sur la fiscalité, sur le problème de la détaxe, sur le problème de TVA, sur tout un tas de choses qui nous ralentissent et sur le coût, évidemment, du travail qui n'est pas le même que dans les îles avoisinantes. Un retard qui ne freine en rien l'expansion d'Alain Rollet. Amarré à quelques mètres, une vingtaine d'autres voiliers. La flotte est déjà réservée pour un événement phare, le Tour des Yoles. La clientèle locale martiniquaise est intéressée. Pratiquement la totalité de la flotte de catamarans est en mer au moment du Tour des Yoles, louée par des gens qui veulent suivre, des entreprises qui veulent faire de la communication. Oui, la totalité de nos catamarans, principalement catamarans, ils ne se louent pas de très peu de monocoques. Mais les catamarans sont dehors pour le Tour des Yoles. Il reste beaucoup à faire. Tous les ans, plus de 100 000 bateaux croisent au large de nos côtes, mais seulement 15 000 jettent l'ancre dans nos marinas.
Des papiers administratifs pour mieux gérer sa production. Voilà ce que la direction de la mer et le comité régional des pêches de Guadeloupe, entre autres, ont présenté aux pêcheurs. Avec ces fiches, ils devraient pouvoir déclarer leur production et bénéficier de fonds européens, 1 € d'aide par kilo de poissons et de fruits de mer pêchés. Une bonne chose selon certains professionnels. D'autres, en revanche, n'y voient qu'un stratagème des autorités pour surveiller leurs revenus. Linda Kayarsi. C'est en ce livret bleu que certains marins-pêcheurs n'ont pas confiance. Pourtant, il permet aux professionnels de la mer de bénéficier des fonds européens à hauteur de 1 € par kilo de poissons et de fruits de mer. Jean-Marc, lui, a décidé de bénéficier de ces fonds. Les choses prendront un temps, mais on arrivera à avoir cet argent-là. Donc, c'est tout bénéfice pour nous. Savoir ce que l'on pêche, où l'on pêche, la quantité que l'on pêche. Une aide non négligeable, mais à condition d'avoir plus de transparence sur ce dispositif pour certains marins-pêcheurs. D'autant plus que ces dernières années, la filière connaît des difficultés. Je ne le connais pas vraiment, mais si je rentre en détail et que c'est satisfaisant, je vais adhérer. Mais il faut que je sache bien les aboutissants de cet outil. En effet, certains professionnels de la mer craignent que cela soit un moyen déguisé pour contrôler leurs revenus et payer plus d'impôts. Du côté des affaires maritimes, on se veut rassurant. Il faut un feuillet par mois, les feuillets sont remplis par mois, donc ça fait 700 fois 700 navires et 12 feuillets, ça nous fait presque 8400 feuillets annuellement à compiler pour les impôts. Je pense qu'ils ont autre chose à faire, très clairement. Et si vous voulez vraiment contrôler les pêcheurs, il y a d'autres moyens. Les fiches de pêche, des données précieuses pour une meilleure visibilité de la production et un développement économique de la filière. Il y a la subvention qui est liée au plan de compensation des surcoûts, qui est un dispositif unique et qui est applicable pour la première fois en Guadeloupe, qui vise à prendre en compte le fait que les marins-pêcheurs de Guadeloupe ont des coûts de production beaucoup plus élevés que ceux de l'Europe continentale. Toute une série de surcoûts qu'il convient de compenser au travers de cette aide, qui va se traduire en fait par une aide au kilo produit. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des données de production et donc des fiches de pêche bien remplies, puisque ce sont ces documents qui vont permettre, en l'occurrence au conseil régional, qui sera responsable de la liquidation de cette mesure, de pouvoir procéder au paiement. Avec cette aide à la production, on estime pour l'ensemble des Outre-mer près de 12 millions d'euros par an à reverser aux marins-pêcheurs. En Guadeloupe, on parle également énergie thermique. Hier, l'hôtel de région accueillait les acteurs de la construction de logements collectifs pour un point sur la réglementation en vigueur. L'occasion pour la région, l'ADEME et EDF de renouveler leur partenariat. Un contrat qui les engage à œuvrer pour la performance énergétique du logement en Guadeloupe avec les bailleurs sociaux. Je vous propose d'écouter l'une des ingénieures énergie à l'ADEME Guadeloupe. Elle répond à Linda Kayarsi. Nous nous réengageons dans un partenariat fort pour pouvoir travailler ensemble sur la réduction des consommations énergétiques, sur l'augmentation des énergies renouvelables dans le mix énergétique qui est passé de 8% en 2010 à 18,7% en 2014, ce qui est considérable. Donc aujourd'hui, nous voulons agir sur le logement collectif puisque donc c'est 25% du logement en Guadeloupe. Nous avons 5 bailleurs sociaux avec lesquels nous avons signé des accords cadres. Donc les partenaires Région Guadeloupe, ADEME et EDF et chacun des bailleurs sociaux qui se sont également chacun engagés fortement sur la performance énergétique de leur parc à la fois existant mais aussi dans le neuf. Et donc il s'agit aujourd'hui donc d'améliorer la performance de nos logements en Guadeloupe pour toujours poursuivre notre action sur la réduction des consommations énergétiques. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira à Basse-Pointe où le Martinique Surf Pro ne compte plus que 64 concurrents sur la centaine inscrite hier. On fera le point dans quelques secondes. Et puis, Hubert Bornil entrera en gare de Belfort avec le petit train de l'habitation qui promène les touristes entre les bananes. Ce sera dans votre JT des communes. Mais avant, comme je vous le disais, un petit clin d'œil sportif à la compétition de surf qui va bon train à Basse-Pointe. Depuis hier, le Martinique Surf Pro rassemble des professionnels de la discipline venus des 5 continents. Sur la centaine lancée hier à l'assaut des vagues, 64 sont encore en lice. Parmi eux, 8 se sont qualifiés aujourd'hui pour le 3e tour. 2 Américains, un Péruvien, un Néo-Zélandais, un Hawaïen, un Barbadien, un Français et un Brésilien. Cet après-midi, la houle a faibli et les organisateurs ont donc préféré attendre demain matin pour lancer le 3e tour. Retour en images sur les meilleurs moments de cette journée avec nos confrères de Canal Surf.
Je suis avec Paul César Distinguin qui est aussi un rider français qui n'est pas encore passé mais qui du coup en profite pour supporter notamment Charlie qui est là dans l'eau. Alors comment ça se passe là pour lui? Là plutôt bien, pour l'instant il est dans la seconde position donc tout se passe bien pour lui et le troisième il faut qu'il prenne une bonne vague pour passer devant lui donc tout va bien et voilà. Les vagues sont un petit peu plus difficiles ce matin ou ils s'en sortent quand même nos champions? Oui alors c'est vrai que hier on a eu des bonnes vagues, ce matin les vagues sont un peu plus petites et apparemment demain il y a un gros swell qui va arriver donc ça va être super pour nous et donc voilà on profite, il y a quelques vagues, il y a du soleil, il fait chaud, parfait. Dehors, la neige ne cesse de tomber, il ne manque que toi pour l'oublier. Oui, on est venu ici en Martinique supporter tout le team français, notamment mon fils, mais bon, il n'est pas passé, mais on reste là parce que c'est une super organisation, les vagues sont là, ça permet de découvrir des surfeurs pros, c'est vraiment une ambiance canon, donc on est très content d'être là et d'encourager les Français, on espère qu'ils iront le plus loin possible. Et oui, puis en plus il y a une grosse ambiance comme tu le dis et il y a surtout du gros niveau, donc ça permet aussi de se mesurer à des gros champions quoi. Mais oui, nous venons de Guadeloupe, on n'a pas l'occasion de voir de telle compétition parce qu'il faut faire de gros déplacements. Là c'était juste à côté, c'était l'occasion de prendre 3 jours et de voir ça, c'est magnifique, on est trop content d'être là. Je ne pense qu'à retourner back to summer paradise with you. And I'll be there in a heartbeat. Quick time girl. Oh. Voilà, des belles vagues à voir à Basse-Pointe jusqu'à encore demain et jusqu'à la fin de la semaine. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence au Marin, où l'on fêtait aujourd'hui un anniversaire, celui d'Eudora, une nouvelle centenaire dans l'EHPAD du Marin. Et puisqu'on n'a pas un siècle tous les jours, la structure a tenu bien sûr à marquer le coup. Résidents, personnel soignant, famille, tout le monde était invité à trinquer avec elle pour ce jour de fête. Océlia Cartès et Élodie Toto sont allées lui souhaiter un joyeux anniversaire et en ont profité pour en savoir un peu plus sur cet hôpital du Marin. Un siècle d'existence, mais un esprit toujours aussi vif. Marie-Luce Eudora n'a rien oublié de ses 20 ans. On est vieux. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà que moi, je ne peux pas me mettre debout comme je veux. Voilà le système de 100 ans. Un âge que son entourage a tenu à célébrer dignement dans la maison de retraite où elle coule ses vieux jours. Aujourd'hui, beaucoup envient la longévité de la centenaire. Quand j'étais jeune, comment j'étais? J'étais très bien, élégante, avec mes talons hauts. Je ne rigole pas avec les gens. La femme d'aujourd'hui ne compte pas pour moi, puisqu'elle ne marche pas comme je marchais. Elle ne compte pas. Née à Rivière-Pilote en 22 avril 1915, Marie-Luce Eudora Lagrancourt est la troisième d'une fratrie de 10 enfants. Mariée, sans enfants, Eudora célèbre aujourd'hui un bel âge que nombreux, parmi son personnel soignant, souhaiteraient secrètement atteindre. Plutôt vieille, on a une tante qui est morte à 104 ans, une autre à 106 ans. Alors, s'il y a un truc génétique, je ne sais pas, probablement, mais c'est vrai que dans la famille, on a déjà connu des centenaires. À chaque fois qu'il y avait le nouvel an, tout le monde invitait chez elle, c'était invité chez elle et on tuait le cabri. Et je crois qu'elle a essayé elle n'a pas eu d'enfant, elle en a élevé quand même. Et je crois qu'elle a essayé de transmettre ça à tout le monde. Et les centenaires, témoins de l'histoire parfois des guerres, ils sont 2 accueillis ici. Cette structure située au cœur du centre hospitalier du Marin est composée de 2 unités qui prennent en charge près d'une 60aine de pensionnaires. Nous avons des résidents qui sont grabataires, ça veut dire qu'on doit les aider. Quelques-uns se débrouillent tout seuls, mais en tout cas, il faut les aider tous. Il y a toujours quelque chose à faire pour eux. Ils ont la joie de vivre ici. On constate aussi que chez nous, nous n'avons pas beaucoup d'esclaves. Sur fond d'air marin, les mémoires chargées de vécu alimentent les conversations et livrent leurs enseignements.
Moment de décès, il y a aussi les moments où lorsqu'on a, comme on a, là vous venez pour Madame Lagancourt qui a 100 ans, mais nous avons 2 autres résidents qui ont eu 100 ans il y a 2 ans de cela. Donc tous ces moments-là, ces moments, les anniversaires, ces moments conviviaux-là, on les passe bien. Des souvenirs, Eudora en gardera certainement, de quoi lui donner envie de vivre longtemps encore. Voilà, joyeux anniversaire Eudora. Attention aux coupures d'eau. Demain de 8h à 18h, le lavage d'un réservoir interrompra l'alimentation au Lamentin dans les quartiers Morne-Pavillon, Haut-de-Roche-Carré, Morne-Serpent, Belle-Âme, Bellevue et lotissement Roche-Carré. Attention également aux coupures d'électricité. Demain, 2 quartiers de Schellcher seront concernés de 8h30 à 13h30. Il s'agit de l'habitation Lagrange et de Déaumont. Coupure également au Lorrain de 7h30 à 13h30 au quartier Morne-Étoile, Carabin, Font-Jean-Libre, Haut-Carabin, Bon Repos, Sous-Bois, Basséron, Morne-Vallon, Morne-Savon, Font-Grandance, Moreau, Mornebois, Acier, Macédoine, Bas-Carabin, Morne-Séron, Étoile-Vallon, Morin-Lorrain, Font-Brûlé, Lotissement Pomme-Cannelle et Prébourg. Je vais finir par connaître tout par cœur. Enfin, comme tous les jours, un œil sur la carte de l'EFS. Le camion de l'établissement français du sang sera stationné dans la cour intérieure de la cité scolaire de Pointe-des-Nègres à Fort-de-France de 8h à 13h. Vous pouvez également, bien sûr, donner votre sang à la Maison du Don à la Ménard de 9h à 16h. On termine ce journal avec un tour dans le petit train de l'habitation Belfort. Entre les champs de bananes, il transporte les touristes et les curieux et leur explique comment est traité notre précieux fruit jaune, de la coupe à la mise en carton. Une expérience qui, c'est sûr, n'a rien à voir avec leur train-train quotidien. Embarquez-vous avec Hubert Bornil et Michelet François. Embarquement immédiat sur le Musson River. Nous sommes partis en visite sur l'habitation d'Effort. Il y a du monde à bord. J'avais toujours adoré faire ça. Un petit train bien sympathique, des sourires à bord. C'est parti pour une balade à travers l'exploitation. Donc vous verrez que sous les bractées, les feuilles violettes et vertes se trouvent déjà les petites bananes. Regardez. Un domaine de 60 hectares planté en bananes, une trentaine de salariés, mais ce que les propriétaires tiennent avant tout à mettre en avant, c'est leur savoir-faire en matière de bananes propres. Ici, par exemple, des pièges sont installés pour retenir le charançon du bananier. À l'intérieur du seau qui est renversé se trouve une pastille bleue qui est une fée hormone qui va donc attirer le charançon dans le piège. Regardez. C'est vraiment étonnant de voir qu'on puisse piéger les insectes comme ça. Ah c'est impressionnant. Nous poursuivons avec la castration qui consiste à ôter la fleur mâle et quelques mains de bananes. Ainsi, en 1 heure, le visiteur peut se faire une idée réelle sur les différentes étapes de conception du fruit. De A à Z, de la plantation jusqu'à la récolte, en passant par tout ce qui est habillage. Un projet qui s'inscrit dans le domaine de l'agritourisme, en tout cas une excellente idée pour associer le côté touristique à l'aspect purement pédagogique. C'est un concept touristique, donc ramener les gens un petit peu à l'agriculture. Et puis c'est la banane de la Martinique parce qu'en fait nous souhaitons faire connaître à tout le monde comment ça fonctionne, comment ça marche la banane de la Martinique. Et puis, autant décrier, nous pourrons dire que la banane de la Martinique est quand même une banane très propre. La banane est une culture majeure pour la Martinique et que donc en même temps, ça va donner envie à tout le monde de goûter cet excellent fruit. Jusque là, vous voyez la banane en supermarché. En supermarché simplement, jaune, voilà. Tout simplement. Et là aujourd'hui, on découvre de A à Z et c'est intéressant pour nous, c'est bien. Dorénavant, le visiteur se fera une autre idée de la destination Martinique. Il aura donc une autre conception de la banane martiniquaise qu'il trouve déjà sous le label Guadeloupe et Martinique. La visite se poursuit, les gens sont ravis à bord et ça se passe bien sûr sur l'habitation Belfort, toujours à bord du Musson River. Un train et on retombe en enfance. C'est la fin de cette édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Antche Pays. À tout de suite.